Puy-Follet, au féminin Puy-Folaise, nom propre servant à désigner depuis le mois de novembre 1977 les membres de l'association du Puy du Fou, 1450 à ce jour, âgés de 2 ans et demi à 78 ans, qui tous apportent leur contribution à la cinécénie du Puy du Fou, Jacques Maupillier, paysan vendéen. Écoute, écoute le vent de galerne qui prend dans les genêts du matin. Écoute, écoute, une histoire unique, authentique, au pays du bocage et des mauges. « 950 projecteurs pilotés par ordinateur à travers 90 km de câbles. 40 enceintes acoustiques de plein air sur 7 canaux. Un laser équipé d'une table à effet de 40 miroirs et piloté par ordinateur. 24 fontaines lumineuses de 7 mètres de haut éclairées par 110 projecteurs immergés. Un projecteur d'image de 4000 watts. 115 pièces d'artifice pyrotechnique mises à feu chaque soir après un montage de 6 heures et piloté par une console électronique. Mais surtout, 600 acteurs dans 3500 rôles. Tout ici s'appelle des mesures. Ils sont aussi de 7 à 10 000 spectateurs chaque soir de représentation. Une fois et demie la fréquentation du Festival d'Avignon, avec un total de 180 000 spectateurs par saison qui viennent en un défilé ininterrompu pour assister à l'évocation de cette paysannerie vendéenne à travers l'humble famille Maupillier dont l'aîné, à chaque génération, se prénommait Jacques. Vous êtes Jacques Maupillier. Oui. Comment est-ce que ça s'est produit? Comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, le rôle de Jacques Maupillier. Cette aventure du Puy du Fou. Ça a commencé par un coup de fil. Je ne sais pas qui m'a téléphoné ailleurs, j'ai jamais su depuis. J'ai reçu un coup de fil en me disant vous aimez la Vendée, vous aimez le théâtre, est-ce que vous aimeriez venir nous aider pour être coordinateur de mise en scène? Je ne sais pas où j'allais, mais Vendée, théâtre, comme ces 2 points qui sont très importants pour moi, ce sont mes 2 pôles de loisirs. Alors j'ai dit oui tout de suite sans savoir où j'allais. Et ma première rencontre avec Philippe, c'était au cours d'une réunion aux épaisses, et vraiment j'ai trouvé cet homme sensationnel parce qu'il était jeune. Je ne vais pas parler de son père quand même, mais il était jeune et vraiment tout de suite on trouvait chez lui quelque chose de sensationnel. Il avait un... J'ai eu le tilt, il n'y a pas tortillé, j'ai eu le tilt. Alors le fait qu'il me tutoie tout de suite, et comme je tutoie assez facilement moi aussi, c'était un 2e point d'accroche. Et dès nos premiers travaux, je n'oublierai jamais, la première fois qu'on est allé au Puy du Fou, il pleuvait. J'avais reçu le guide pratique pas longtemps avant et on était tous les 2 sur la digue. Je ne savais pas comment j'allais faire, je ne savais pas où j'allais du tout. Il est venu vers moi tout de suite, puis il me dit voilà ce que j'attends de toi. Alors ça, c'est sensationnel. Vous y avez cru dès le départ? Dès le départ. Ah, ça, dès le départ. Et j'étais peut-être, je pense, de ceux, et peut-être celui qui a le plus cru. Au départ, voilà comment ça s'est passé, parce qu'il faut prendre quand même les choses au départ. Il fallait constituer un certain nombre d'équipes. Et c'était, il faut le dire, dans un climat de scepticisme général, parce qu'on considérait que ce projet était une folie. Je suis un élu d'une petite commune du pays du Puy du Fou, et un jour on nous a annoncé la visite de Philippe de Villiers qui voulait, comment dirais-je, communiquer un message assez important aux élus locaux pour leur dire qu'il avait l'intention de monter un spectacle au Puy du Fou et qu'il aurait besoin, vraisemblablement dans les jours qui suivaient, de la collaboration des élus. Donc, mon devoir m'appelant là, j'y ai été. Je dois avouer très simplement, au départ, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce qu'il nous avait présenté la chose d'une telle manière, avec une telle envergure, que je ne voyais pas possible dans ce petit pays. Et puis, là aussi, il y a eu un cheminement. Et à force de persuasion, il a réussi quand même à nous convaincre. Mais nous attendions quand même quelque chose qui puisse vraiment nous donner le ton et la couleur de la chose. Et là-dessus, il nous a proposé donc un petit échantillon de 3 minutes. Ça s'est déroulé le 3 décembre 1977. Et là, bien sûr, nous avons convoqué nos amis. Nous étions peut-être 600 ou 700 rassemblés sur cette colline qui n'avait rien de comparable avec ce qu'on connaît maintenant. Bien sûr, c'était un terrain très torturé avec des ajoncs, des genêts, bien sûr.
Et d'un seul coup, nous avons vu. Et je crois que là, c'était véritablement le détonateur, car la photo qui nous a présentée ce soir-là, eh bien, c'est le château en flammes, tel qu'on le voit encore aujourd'hui. Et là, nous avons été littéralement conquis. Le spectacle du Puy du Fou ne se raconte pas, il se vit, car à travers le texte, la musique, le jeu des acteurs, au-delà des voix illustres de Philippe Noiret, de Jean Piat, de Michel Duchossois, de Marie Dubois, il y a l'aventure d'une population, la population des 13 communes qui constituent ce que l'on appelle plus autrement que le pays du Puy du Fou. Au-delà du spectacle, c'est un courant qui passe entre les hommes du Puy du Fou et les spectateurs. Un courant, parti d'un homme, Philippe de Villiers, et relayé en permanence par tous les Puy-Follais. Ce sont eux que nous avons voulu découvrir. Vous êtes devenus des professionnels? Ah non, non, non. Non, vous êtes devenus des spécialistes, mais toujours bénévoles et amateurs. Ah oui, sûr. Sûr. Sûr, parce que je... Merde, il n'est pas taché. C'est un arbre, faut que je dedans. Sûr qu'on est non seulement, comment dirais-je, passé comme ça, mais vraiment il y a des trucs qui sont sensationnels. C'est qu'ici, on trouve de l'amitié extraordinaire. C'est tout. Je sais pas si je vous ai déjà demandé ce que vous faisiez, ce que vous faites comme métier. Non, je suis ébéniste, moi. Vous savez, on ne s'occupe pas de savoir si c'est lundi, mardi, dimanche ou samedi, s'il est 6 h du matin ou 11 h le soir. Si l'association a besoin de nous, nous sommes ici. Hein. Mais à quoi bon travailler pour l'argent? Il faut quand même savoir... Ça va travailler pour travailler, le plaisir du beau geste. Oui. On fait un beau geste, bon, ben, on travaille pour la beauté. Après tout, il y en a qui travaillent pour l'argent, moi j'aime travailler pour la beauté aussi. Voyez-vous, pour nous, c'était comme un loisir. C'était un loisir. Je crois que bon, c'est un loisir qu'on se paye. Après tout, il y en a qui se payent la chasse, il y en a qui se payent la pêche, il y en a qui se payent le football, il y en a qui se payent, je sais pas moi, un bateau ou je sais pas quoi. Nous, on se paye ça. Je ne suis pas un sportif, je suis plutôt un bricoleur, mais il me semble que pour moi c'est plus enrichissant de faire des petites choses comme on fait, comme on a fait pour le Puy du Fou, puis j'espère qu'on continuera à faire longtemps, sans qu'on nous donne un budget pour le faire. C'est-à-dire que quelquefois qu'on fasse un apport personnel, même s'il le faut, parce que je le fais pour la beauté du geste, je le fais pour la beauté du spectacle. Je dis, bon, ben, on contribue au spectacle, on fait quelque chose de beau, on apporte quelque chose. Bon, les gens ne savent pas que c'est nous qui l'avons fait, mais c'est pas grave. On a une petite satisfaction, on a une petite pointe de fierté. Je crois que c'est ça. C'est pour la beauté du geste. Plus on donne, plus je crois plus on est heureux. Oui. Oui. On est payé, mais on est payé bien au-delà de ce qu'on doit avoir. On a décidé de passer comme ça pour le plaisir. Et finalement, on disait un jour, un matin, quand on partait à 6 h du matin, un matin pour faire le journal Le Puy-Follet à Fontenay-le-Comte, mais on disait entre nous, j'étais avec Hervé Le Boutin ce matin-là, on disait, mais on serait payé pour faire ce qu'on fait là ce matin, on ne voudrait même pas le faire. Et c'est une aventure fantastique. C'est une aventure fantastique. Ici, personne n'est salarié, personne n'est payé. Du réalisateur au dernier des Puy-Follet, chacun paye son téléphone, chacun paye son essence pour venir au spectacle. Et il faut que ça reste comme ça. J'ai dit, ça sera une aventure. Dès le départ, j'ai lancé ce triple défi qui a été réaffirmé le 3 décembre 1977 lors d'une conférence de presse. C'est-à-dire, premièrement, on nous dit que le bénévolat est mort. On va prouver à une grande échelle qui peut, au contraire, donner les plus grands résultats. On nous dit, d'autre part, que la culture est parisienne. Et nous, on va inverser la proposition, renverser la filière. Et enfin, on nous dit que on ne peut faire la nuit que sont les lumières qui mâchent d'Épinal. On va essayer de faire quelque chose qui soit complètement nouveau. Voilà le triple défi qu'on a lancé, et c'était ça mon titre.
C'est-à-dire, à partir de ces 3 idées, bénévolat, culture régionale, anticentralisme culturel, et enfin, nouveau genre d'expression, c'était sur ces idées-là que je m'appuyais pour aller un petit peu conquérir un public. J'en ai essayé de montrer qu'il y avait dans un pays qui reprenait en main sa culture, et qui donc par le fait même devenait anticentraliste, de montrer qu'il y avait toute une richesse extraordinaire d'un patrimoine oral, un patrimoine de vocabulaire. Compris que la notion de gratuité, la notion de bénévolat sur laquelle on s'appuyait était essentielle parce qu'elle demandait de leur part et de notre part, parce qu'on donnait l'exemple, une bien plus grande exigence. Il est évident que si le spectacle avait été un spectacle professionnel dès le départ, avec des indemnités pour les gens qui venaient, on aurait duré 2 ans, pas plus. Moi, je vais vous dire, ma grande joie, c'est de créer, c'est pas de gagner de l'argent. Ne serait-ce qu'en tant que père de famille, je suis ravi de voir que mes enfants sont des enfants épanouis parce que justement, ils sentent tout ça. Ils sentent qu'il y a une vérité autour de nous, que l'amitié qui nous est donnée, elle n'est pas feinte. Elle n'est pas pour un pouvoir hiérarchique, pour un pouvoir d'appareil ou d'apparat. Elle est parce qu'il y a quelque chose qu'on fait ensemble. Ils sentent justement que la caravane avance. Ils sentent que ça bouge. C'est ça qui est important. Moi, ce qui m'amuse, c'est de voir le matin si on a avancé. Ici, nous racontons notre histoire, l'histoire des Vendéens, notre histoire à nous, l'histoire de nos ancêtres. Et ça, beaucoup de Vendéens, beaucoup de personnes, moi il m'arrive d'aller pendant les spectacles à l'autre bout, c'est-à-dire entre 2 tribunes, là, parfois quand il y a une petite place, je m'assois sur un banc, et j'entends les réflexions des apparemment ce sont des paysans vendéens qui sont là, ou des Vendéens tout purs, eh bien ils disent, mais c'est pas vrai, alors dans leur bon patois, on se pensait comme ça, j'entendais l'autre jour, c'était, mais alors vraiment, puis t'as vu, les vrais blés là-bas qui poussent, parce que en plus de ça, il a été semé du blé cette année, et le blé, ils désespéraient les messieurs qui avaient semé le blé de le voir pousser, et le blé, vraiment, il est haut comme ça. Et les spectateurs, je crois qu'ils ont l'impression vraiment de voir un peuple sous leurs yeux, non pas jouer, mais accomplir les gestes réels de la vie quotidienne. On dit aux acteurs, le succès, la conquête du public se fera chaque soir à partir de ce que vous sentirez. Parce qu'il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup frappé, qui me frappe chaque soir, c'est que le public finit par sentir comme une onde invisible, il sent que c'est vrai, que les acteurs jouent vrai. Un acteur qui joue faux, un professionnel, il fait on dit à ce moment-là, il fait de la voix, quand il force. Et puis du fou, les gens ne forcent pas. Alors justement, on leur demande simplement de ne pas forcer, de rester spontané, mais d'avoir la discipline suffisante par rapport à eux-mêmes pour arriver sur scène dans des conditions de disponibilité totale vis-à-vis du public. Alors, cette exigence-là, on l'a parce que précisément nous sommes des amateurs et qu'on s'amuse, qu'on le fait pour le plaisir. Alors là, vous êtes dans une tenue qui est censée incarner quel type de personnage? Les Blancs, les chefs vendéens. Et ça vous parle pour vous? C'est une référence historique qui vous dit quelque chose? Ouais, les guerres de Vendée, les chefs vendéens qui commandaient les troupes, les paysans. Quel âge avez-vous? 15 ans. Allez, on y va.
moi, les mots, c'est les mots qui sont importants, et j'ai essayé de retrouver des mots qui, dans la tradition orale, évoquaient quelque chose. Tous les mots qui sont utilisés sont des mots appartenant à la tradition orale. Par exemple, quand je dis « le marchand de quenouilles s'approche et prend une poignée de feu pour se dégourdir la mémoire », c'est une expression que j'ai entendue. Quand je dis « la femme avance avec sa brouette et se cabosse avec la vie », l'expression « se cabosser avec la vie », c'est une expression du bocage vendéen, etc. Donc je l'ai écrit avec toute ma mémoire d'enfant. Je suis la mémoire du soir. Debout près de la cheminée, j'ouvre les mains. Je prends une petite poignée de feu qui me dégourdit la mémoire. Je suis le marchand de quenouilles qui file le temps et se promène pour vendre ses poupées de lin dans le pays du Puy du Fou. Il faut apporter quelque chose qui soit beau, parce que c'est ce qui manque le plus. Et malheureusement, souvent les gens présentent la vérité comme une laideur. Quand on présente la vérité par le beau, je crois que l'accès est plus facile, parce que là, les gens sont encore touchés. Je crois qu'on essaie de leur donner quelque chose de très beau, on essaye de leur donner le maximum de nous. Hein. Et je crois que le public nous le rend par les applaudissements qu'il nous redonne en fin de spectacle. C'est vraiment un spectacle à conseiller. Oui. Sincèrement. D'où venez-vous? Angers. Merveilleux. Il n'y a même pas de mots, disons, pour pouvoir s'exprimer tellement que c'est... C'est merveilleux, je trouvais ça féerique. J'ai trouvé ça formidable. Je trouvais ça, je sais pas, c'est féerique, c'est difficile à expliquer. C'est super. Très joli. On vient de loin. D'où vous venez? D'Arles. Du Midi. Du Midi? C'est unique ça, hein? Eh ben dites donc, vous en avez fait du chemin pour Eh ben, vous voyez, c'est pour vous démontrer. Ah, c'est bien. Attends. En effet que c'est merveilleux. Attention là, qu'elles sont petites Le succès du spectacle, je crois qu'il est dû à cette rencontre de la tradition et de l'ordinateur. Enfin, c'est-à-dire, c'est un spectacle qui est moderne, qui se veut d'ailleurs moderne, de plus en plus moderne. On n'hésite pas, dès qu'on sent qu'une technique va naître, à l'apprivoiser. Or, on est dans une époque où finalement, on ne peut pas réussir si on ne met pas avec soi le bruit, la vitesse et l'espace. Donc voilà pour l'ordinateur. Et puis la tradition, pourquoi? Parce que, comme on le disait à l'instant, il y a une soif de retour à l'essentiel, soif de retour au lieu, y compris à travers le loisir, qui a été porteuse du succès au Puy du Fou. En fait, le Puy du Fou est un spectacle d'ethnographie scientifique. C'est tout à fait scientifique. Tous les gestes, la mise en scène, les costumes sont vrais, scientifiquement, historiquement. Mais au-delà de ça, il y a une poésie et il y a une technique qui rend ce spectacle accessible à l'esprit moderne. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un certain passéisme? On est en Vendée et le souvenir vendéen est présent. Je crois pas. Je crois pas du tout, parce que c'est vécu, le spectacle est vécu par chacun d'entre nous d'une manière complètement moderne. Quand vous allez dans un vestiaire, vous voyez des sabots pour les besoins du spectacle et à côté les casques des motos. Les jeunes qui viennent au spectacle, ils viennent avec des motos. Bon, ils n'ont pas de complexe. Je crois qu'il y a passéisme à partir du moment où on fige le passé, à partir du moment où on considère que le passé est extérieur par rapport à soi-même. À partir du moment où, selon la phrase de Jean Yol, on considère que le passé c'est le pied-mer et que le présent c'est le greffon, et c'est vraiment ce qui se passe au Puy du Fou, c'est pas une formule, il n'y a pas de réconciliation entre le passé et le présent, parce qu'il n'y a jamais eu de rupture. Et ça c'est très net au Puy du Fou. Je dirais que ce qui me frappe le plus après 5 ans, c'est cette extraordinaire entente des générations entre elles. L'acteur le plus jeune au Puy du Fou a 2 ans et demi, le plus âgé a 78 ans. On vient ensemble, le sac sous le bras, l'imperméable sous le bras, le manteau sous le bras, on vient ensemble en famille. Oui, j'ai plusieurs de mes enfants. J'ai un fils qui monte à la cavalerie avec moi. J'ai une petite fille de 9 ans qui a commencé le spectacle cette année, puis un garçon de 13 ans aussi, qui s'y met. La petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle donne un cadeau à la reine, à l'arrivée de la reine, et puis d'autres scènes aussi, la procession, la guerre. Et vous faites partie de ces gens qui menaçaient l'enfant, s'il n'est pas sage, de le priver de spectacle, de le priver de sa participation, non? Presque. Presque, parce qu'elle voulait venir ce soir, et puis 2 soirs de suite, ça lui faisait beaucoup. Elle ne se serait pas fait prier pour venir.
On est obligé de la retenir de force presque à la maison. C'était une petite camarade du spectacle, c'est une des plus petites actrices du spectacle qui ce soir a assisté à l'événement. Peut-être avec ton frère. Alors c'est la première année que tu joues dans le spectacle? Non, la deuxième. La deuxième? Ah, t'es déjà un vieux alors, t'es un vétéran, t'as de l'expérience. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, je commence à faire la guerre. Tu fais la guerre? Oui. Tu t'y prends jeune? Oui. Après, je monte en carriole. Je reviens en vélo. Puis après, je m'en vais à l'avant-scène faire la finale. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais la guerre. Je monte en carriole. Après, je reviens en carriole. Puis après, je vais à l'avant-scène. Et si tu es pas sage et si on te prive de venir, tu es triste? Tu aimes bien venir jouer? Oui. Tu veux recommencer? Oui. L'année prochaine, pendant longtemps encore? Oui. C'est pas trop dur, non? C'est pas trop difficile? Non. Non? Eh bien c'est bien, bravo. Et merci. Ces Puyfollets qui viennent en famille transformer leur bonne volonté en talent, qui sont-ils? Nous venons de rencontrer un plâtrier, un clerc de notaire, un peintre en bâtiment, un employé de banque, une esthéticienne, plusieurs écoliers, plusieurs ébénistes. Rares sont ceux qui avaient une idée de ce qu'est un spectacle, côté coulisses ou côté régie. Ici, le mot amateur change de signification pour devenir synonyme d'exigence et de technicité, synonyme de compétence et d'initiative. L'autre grande réussite du Puy du Fou, c'est en effet d'avoir uni la beauté, le loisir et la technique au cœur d'une vaste éducation populaire. Éducation par l'autonomie laissée à chacun, par la décentralisation des responsabilités, par la rigueur exigée de tous. Cette éducation, elle se fait naturellement par l'émulation générale qui donne à chacun l'envie de donner le meilleur de lui-même. C'est vous qui réglez la chorégraphie? Alors, la chorégraphie des danses populaires, oui. Hein, avec ma femme, qui est encore plus douée que moi dans ce domaine-là. Où est-ce que vous avez appris ça? Sur le tas. Sur le tas, comme d'ailleurs tous ceux qui se sont formés au Puy du Fou. Tous les techniciens se sont formés sur le tas. Ils sont devenus, je pense, presque à la hauteur de professionnels dans certains domaines. Ça serait trop dire pour moi, parce que je ne resterai qu'un petit amateur quand même. Mais par l'expérience, d'abord moi j'avais une certaine expérience acquise par le passé, mais depuis le lancement du Puy du Fou, beaucoup de responsables se sont spécialisés, sont devenus, dans certains domaines, de véritables techniciens. Quelle est votre profession? Artisan serrurier, on fait construction métallique, un peu de tout, quoi. On touche à tout, on est artisan surtout. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, on a fait l'étude de la... Cet homme est le concepteur de la grille flottante qui, le long d'un câble immergé, fait glisser un groupe de danseuses à travers la pièce d'eau. Cette grille est un peu devenue le symbole des gageures et des paris du Puy du Fou. Il fallait qu'elle s'enfonce assez pour disparaître sous la surface, mais suffisamment peu pour que les danseuses ne soient pas gênées dans leurs évolutions par l'eau ou par les mouvements de la plateforme. Les ingénieurs consultés ont finalement renoncé. Mais cela, ce sont d'autres qui nous l'ont dit. Lui, l'artisan, a procédé à des essais en bassin avec son fils jusqu'à déterminer le juste équilibre entre la forme, le volume et la répartition des caissons flottants. Quels sont les critères par lesquels vous avez déterminé de porter votre choix, votre dévolu sur tel ou tel personnage pour telle tâche? Ça, c'est complètement intuitif. C'est complètement intuitif. C'est pas du tout réfléchi. À travers les exemples que vous donnez, c'était des gens dont je sentais qu'ils avaient en eux la capacité de se dépasser. Ils avaient un génie, quoi. Un génie. Jacques Sébiron a le génie de la mise en scène, ça je l'avais remarqué. Et Pierre Herriot a un génie extraordinaire d'invention. Donc, étant capable de fabriquer au code des instruments anciens en reproduction exacte, je me disais, il est certainement capable de peindre. C'est pas possible, il a ça en lui. Il a incontestablement, avec son imagination, de quoi faire exactement ce que je lui demande. Je ne me croyais pas capable de faire une chose comme ça. C'est formidable qu'un homme puisse faire confiance à quelqu'un en lui disant « bon, tu vas me faire ça » et tu es capable de le faire, et puis que ce quelqu'un
se prennent en charge et essayent de faire quelque chose, puis que ça aboutisse en fin de compte. Parce que quand ça aboutit pas, bon, bah, c'est pas grave, parce que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je crois qu'au Puy du Fou, personne n'est irremplaçable. Hein. Si moi je peux pas le faire, il y en a un autre qui va le faire, qui le fera aussi bien que moi et même peut-être mieux, je sais pas. Après tout, il y a peut-être des talents qui vont se découvrir au fur et à mesure. Hein. C'est très encourageant en fin de compte ce que vous dites là, c'est plein d'espérance. C'est plein d'espérance, oui. Donc c'est une suite de tentatives comme celle-ci qui ont permis d'ailleurs la réalisation du Puy du Fou. Mais à l'intuition, justement, c'est ça la force du Puy du Fou, c'est qu'on fonctionne tous les uns par rapport aux autres à l'intuition. C'est pas une organisation le Puy du Fou, c'est un ensemble de rencontres d'intuition. On sent qu'un tel est fait plutôt pour ceci ou pour cela. Et petit à petit, chacun trouve sa vraie place et donne tout son génie là où il est. C'est une école de responsabilité et c'est une école, c'est une grande éducation populaire. Le mot élite fait peur, appelons ça leader, et essayer de détecter des leaders. Alors, des leaders dans tous les domaines, dans chaque domaine de nos activités. Bon, le premier de tous les leaders, c'est Jean-Marie. Et certaines de ces personnes sont devenues des grands spécialistes dans des domaines qu'ils ignoraient il y a 4 ou 5 ans. C'est vrai, oui, tout ceci s'est fait très naturellement. Ce sont des gens à qui on a donné des moyens les plus sophistiqués qui puissent exister et qui, à partir de cela, à force de patience, de volonté et quand même de compétences, il en fallait, ont su dominer pas mal de problèmes. Ceci s'est fait le soir, à la veillée, les jours de week-end. Et vraiment, les spécialistes que vous appelez au Puy du Fou sont des gens tout à fait ordinaires qui travaillent soit dans le bâtiment, soit comme électriciens, soit comme... bon, nous avons des ingénieurs aussi, bien sûr, mais très peu. Et ce sont le plus souvent des gens de la base qui se sont attelés à ces tâches et qui sont en train de devenir petit à petit de véritables spécialistes. Cessé d'être seulement un spectacle. Dans son sillage, d'autres associations sont nées, soit directement à l'initiative des Puy-Follets, soit avec l'aide de subsides versés par le Puy du Fou, qui se trouve être en particulier la première association en France à subventionner les activités culturelles du département. Un écomusée, une section culturelle, une section archéologique, une école de cavalerie et de cascade à cheval, une section théâtrale sont les prolongements directs du spectacle dans la vie locale. Mais il y a surtout Radio Alouette FM qui, avec près de 500 000 auditeurs, est devenu en quelques mois le lien de solidarité d'une population qui s'y est spontanément reconnue. Vous serez nombreux à suivre le jeu de tête. Et si pour une raison ou une autre, le Puy du Fou est obligé de cesser, si pour une raison ou une autre, Alouette FM est obligé d'interrompre ses émissions, et là, il y a peut-être plus de risques. On peut pas, je vois pas très bien à quoi vous faites allusion, je vois pas pourquoi le Puy du Fou s'arrêterait, ça me paraît difficile de le dire, je vois pas pourquoi Alouette FM s'arrêterait. Pour qu'Alouette FM s'arrête, il faudrait qu'il y ait vraiment des circonstances extraordinaires. Des circonstances législatives, gouvernementales. Écoutez, je crois qu'un gouvernement quel qu'il soit ne peut pas aller contre le peuple. Le peuple veut le Puy du Fou. Il veut le Puy du Fou, il réserve 2 ans à l'avance maintenant. Le peuple, il veut Alouette. On augmente notre audience de 10 000 auditeurs par mois. Qu'est-ce que je fasse, moi? Je peux pas aller contre le peuple, je continue, moi. Je suis soutenu par le peuple. Le peuple, il veut ça. Et puis demain, il voudra la télé libre. Il faut lui donner. Il faut faire ce que veut le peuple. Non, c'est comme ça que ça fonctionne, en principe. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Alors, il n'y a pas de raison. Si ça fonctionne autrement, moi, je dirais ça fonctionne autrement, la preuve. Le spectacle nous a permis de connaître un tas de gens qu'on ne connaissait pas avant.
des voisins de Chambretot, des herbiers de partout. Ça apportait une espèce de, comment je dirais, une ambiance qui a effacé toutes les querelles de clochers qui pouvaient exister. Maintenant c'est terminé, enfin du moins pour les communes avoisinantes, on se connaît tous très très bien. Et quand on a un pépin personnel, on a vraiment une telle atmosphère autour de nous, c'est vraiment formidable. Nous avons l'âme puy-folaise, voilà, je crois que c'est surtout ça. Peut-être les enfants sauront-ils deviner dans les humeurs du jour et porter par le vent de colline en colline la voix d'autres enfants qui chantent et se souviennent, qui chantent en foulant cette terre de géants et de genêts en fleurs.